Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline et comme toujours, je suis accompagnée d'Emmanuel. Comment ça va aujourd'hui, Emmanuel? Salut Charline, salut à tous. Oui, la forme, merci. Je suis content de retrouver notre belle communauté de curieux du français. Comment appelait-on déjà nos auditeurs? Les Frenchers? Non? On va trouver un truc sympa un jour. Ouais, faut vraiment qu'on se penche sur ce surnom un jour. En attendant, comme d'habitude, notre mission avec le French Podcast, c'est de vous aider à parler français dans la vraie vie. Pas juste réciter des dialogues de manuel, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger dans les situations quotidiennes, genre quand on fait des courses. Moi j'adore, c'est là où on entend le vrai français. Justement, tu sais, Emmanuel, ça me fait penser. Il y a quelques mois, j'ai testé le marché aux Capucins à Marseille, et j'étais persuadée de tout comprendre, jusqu'à ce que le marchand me demande si je voulais un cagaou. J'ai eu l'air faim. On en reparlera. Ah, ça c'est clair, hein. Le français des courses, ça n'a rien à voir avec le français des livres. Et franchement, c'est vraiment utile de se lancer dans les situations réelles. On apprend 1000 fois plus vite. Carrément, parce que ce qu'on entend dans la rue ou au marché, c'est souvent différent des dialogues de l'école. Les formules sont plus directes, parfois c'est un vrai autre monde. Moi, quand je suis arrivé dans mon petit quartier à Paris, la première fois que j'ai voulu acheter du fromage à l'épicerie, j'ai confondu gruyère et emmental. J'ai failli demander si je pouvais goûter le suisse, tu vois le genre. Et puis, il y a eu tous ces petits mots qu'on entend et qui ne sont dans aucun manuel. Mais c'est comme ça qu'on progresse, hein. Se tromper, oser recommencer, et surtout, ouvrir les oreilles. Alors on va lister quelques phrases toutes bêtes mais incontournables pour survivre au supermarché ou au marché. Tu veux commencer, Emmanuel? Avec plaisir. Bon, déjà, le classique « bonjour ». Parce qu'en France, si tu dis pas bonjour, tu sens tout de suite le froid, hein. Ensuite, si tu veux demander le prix, combien ça coûte? Ou pour demander un produit, je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Il y a aussi la question existentielle à la caisse. C'est à moi? Ça, c'est le rituel, tu l'entends partout. Puis les petits mots comme carte de fidélité ou vous avez la carte du magasin? À force, on finit par répondre non merci, sans réfléchir. Et ne pas oublier le fameux « vous prenez la CB ?» parce qu'il y a encore des endroits où ils veulent du liquide. Étonnant, mais vrai. On va faire une petite simulation, histoire de voir comment tout ça s'enchaîne, d'accord? Je fais la caissière et toi le client? Allez, c'est parti. Bonjour madame, je voudrais payer mes courses s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Alors, avec la carte du magasin peut-être? Aujourd'hui, il y a une promo sur les pommes. 2 kilos achetés, 1 offert. Ah, non, je n'ai pas la carte. C'est à combien en fait? Je croyais que c'était 3 € le kilo. Oui, normalement. Mais avec la promo, c'est encore moins cher. Sinon, vous payez comment? Espèce ou carte? Carte s'il vous plaît. Et puis, je peux avoir un sac? Je suis désolé, j'ai oublié le mien. Classique. Très bien, tenez. Et bonne journée surtout. Merci, à vous aussi. Tu vois, dans ce genre de scène, tout est dans la politesse, dans les détails. Et parfois, la caissière parle vite, c'est pas évident à suivre. Ouais, bon. Le débit, l'accent, tout va à 1000 à l'heure. Y a pas de honte à demander de répéter. Même moi, je le fais. Bon, on passe aux choses sérieuses. Pour frimer un peu devant les locaux, il faut un peu d'argot, non? Grave! On en a sélectionné 5. D'abord, fringues. Au lieu de dire vêtements, tu dis « j'aime bien tes fringues ». C'est direct, hop, cool. Ensuite, t'as bouffer, qui veut juste dire manger. Alors, on va bouffer? Ça passe partout. Après, on a thune, pour dire argent. J'ai pas de thune, désolé. Et puis, flipper, c'est quand tu stresses ou que t'as la trouille, genre « j'ai flippé avant l'examen ». Et enfin, kiffer, pour dire qu'on aime vraiment quelque chose. Je kiffe ce podcast. Simple. Cela dit, tous ces mots ne s'utilisent pas partout pareil. Par exemple, thune, c'est un peu vieillot chez certains jeunes. Ils utilisent oseille, par exemple. Oh, et tiffer, c'est totalement rentré dans le langage courant maintenant. Même ma mère le sort parfois. Ouais, puis ça dépend aussi des régions. Je crois qu'à Marseille, il y a des mots que tu n'entends jamais ailleurs. Enfin, fais attention, l'argot, ça change vite. Bon alors, pour nos auditeurs, petit challenge. Essayez de répéter après nous. Je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Puis, pour la version avec de l'argot. Emmanuel? Genre, salut, je prends 2 kilos de pommes pour bouffer, merci. C'est plus détendu. Voilà, parfait. Puis vous pouvez aussi vous entraîner à écouter. Enregistrez votre voix, vous corrigez. On fait tous des erreurs, c'est normal. Au fait, je me rappelle d'une fois où Emmanuel s'est planté entre pomme comme le fruit
et pomme de douche. Oui, je voulais demander des pommes, et au lieu de ça, je crois que j'ai fait comprendre que je cherchais à prendre une douche. Le marchand m'a regardé comme si j'étais fou. Comme quoi, parler c'est bien, mais le contexte, c'est encore mieux. Ah, les petites erreurs qui font sourire. Tu sais, beaucoup de gens oublient le sourire ici. Ça change tout, un sourire. Et aussi le vouvoiement. En France, c'est super important, même si ça a l'air un peu formel. Oui, vraiment. Un bonjour madame avec le sourire et tout passe. Et fais gaffe aux faux amis aussi. Genre, le mot pain, en anglais c'est la douleur, en français c'est la baguette, hein. Ça peut donner des situations marrantes. Exactement. Et des fois, même quand tu crois bien dire, il y a un truc qui échappe. Mais bon, faut pas se décourager. Le plus important, c'est de rester poli. Même dans la galère, tu rigoles et tu fais comme si c'était voulu. Et puis, parmi les jeunes, il y a tout un autre univers. J'entends ma fille sortir des expressions comme « c'est nickel » ou « ça roule ». Ça veut juste dire « c'est parfait, tout va bien ». Ouais, et au marché, les jeunes vendeurs, ils parlent vite. Ils te balancent un tranquille au lieu de vous allez bien. Là, si tu prends tout au pied de la lettre, t'es vite perdu. Et franchement, c'est drôle parce que j'essaie de suivre, mais entre « c'est la hesse »,« on chill » et « c'est carré », j'ai l'impression d'être larguée. Ça évolue super vite. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse du français. C'est vivant. Franchement, écouter des podcasts, c'est top pour progresser, pas vrai? Déjà parce qu'on entend le vrai français, avec tous les accents, les hésitations, la vitesse. Oui, puis il y a tellement de choix maintenant. Des épisodes sur la vie quotidienne, sur l'actualité, sur la cuisine. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'aime bien Inner French ou Coffee Break French. C'est super efficace. Je conseille aussi Transfert pour les histoires vraies. Et puis si tu veux t'immiscer dans les discussions de natifs, tu tapes dans tous les podcasts natifs. Regarde ce qui te parle, franchement, il y a de tout. Et c'est complémentaire à l'apprentissage en classe. En classe, on structure, dans l'écoute, on s'immerge, on s'habitue à tous les petits défauts de la langue parlée. Les balados, c'est une fenêtre sur la vraie vie. Bon, on arrive à la fin. Pour parler comme un natif, c'est pas sorcier. Faut oser utiliser l'argot, mais doucement. Pas la peine d'en mettre partout non plus, sinon ça fait bizarre. Oui, puis il faut observer. Comment parlent les gens autour de vous quand vous faites les courses? Écoutez, répétez, sans vous stresser. Et surtout, profitez des occasions. Osez dire fringue, kiffer ou thune au marché. Ça démarre souvent une vraie conversation. C'est ça, amusez-vous. Plus vous pratiquerez avec des Français, plus ça deviendra naturel. Même si on se plante, on progresse à chaque fois. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode du French Podcast. On reviendra vite avec d'autres astuces et situations du quotidien. En attendant, lancez-vous au marché. Et Charline, tu veux la dernière phrase? Merci Emmanuel. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite sur French Podcast. Et surtout, continuez de kiffer le français. À bientôt Emmanuel. Salut à tous. Salut Charline, salut les Frenchers. Ou je sais pas comment on dit. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives de la langue. Bonjour Evelyne. On pense tous connaître le français, mais en fait, il y a toute une partie de la langue qui vit un peu dans l'ombre des manuels scolaires. Oui, une sorte de face cachée, c'est ça. Et pour notre analyse, on a une source super intéressante, un article qui s'appelle « 5 mots d'argot pour parler comme un natif que votre prof ignore ». Le titre est prometteur. Oui, et notre but, c'est pas juste de lister ces mots, c'est plutôt de remonter leurs pistes, comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils racontent au fond sur la France d'aujourd'hui. C'est une excellente approche, parce que l'argot, c'est pas juste des mots incorrects, loin de là. C'est un vrai laboratoire. Un laboratoire. Oui, c'est là que la langue innove, qu'elle se métisse, qu'elle exprime des choses que le langage standard, il peine un peu à capturer. Chaque mot d'argot, c'est comme un fossile de son époque. J'aime beaucoup cette image de fossile. On y lit les migrations, les modes, l'humour d'une génération. C'est le sismographe de la culture, en fait. Un sismographe, d'accord. Bon alors, commençons. Le premier indice, le plus simple en apparence, c'est le mot « bouquin ». Ah, bouquin. Honnêtement, en le voyant sur la liste, je me suis dit « Ah, vraiment ?» Ça me semble tellement normal, on dit tout ça, ça n'a rien de secret, si. Et c'est justement ça qui est intéressant. Bouquin, c'est la porte d'entrée parfaite. Ah oui. Hein. Il n'est pas secret, mais il est informel.
C'est ça la distinction clé. Personne ne va écrire bouquin dans une dissertation, par exemple. Non, c'est sûr. C'est le mot de la conversation, du conseil entre amis. L'article le met dans l'argot, parce qu'il appartient à ce registre que l'école ignore, alors qu'en fait, il est sûrement plus utilisé à l'oral que livre. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est pas du tout un mot récent, ça vient du moyen néerlandais « bouquin », qui voulait dire « petit livre ». Ah, d'accord. Ça remonte à loin, alors. Ça fait des siècles qu'il est là, mais il a toujours gardé cette couleur un peu familière, tu vois, comme un vieil ami qu'on n'inviterait pas à un dîner officiel. Je vois. Donc, bouquin, c'est notre témoin de base qui nous montre cette frontière un peu floue entre le français officiel et celui de la vraie vie. Exactement. Mais alors, passons à des mots qui, au contraire, sonnent très neufs. L'article propose juste après « kiffer ». Là, on change complètement d'univers. Ah oui, là, on change même de continent. Si bouquin nous parle de l'histoire européenne de la France... Kiffer nous raconte autre chose. Bah oui, une histoire beaucoup plus récente de métissage avec les cultures du Maghreb. Ça vient de kif en arabe, le plaisir, le bien-être. Oui, à l'origine, il y avait une connotation un peu... Oui, lié au hashish, bien sûr, mais aujourd'hui, le sens s'est complètement émancipé de ça. Kiffer, c'est un mot qui a explosé avec le hip-hop dans les années 90, D'accord. et maintenant, c'est totalement intégré. Mais attention, c'est pas juste un synonyme branché pour aimer. Ah, voilà, c'est là que ça devient subtil. On dit « je t'aime », mais « je te kiffe », c'est pas pareil. C'est moins engageant. Exactement. Aimer, ça peut être profond, durable, presque, solennel. Oui, Kiffer, c'est de l'ordre de la sensation, du plaisir immédiat. C'est plus intense, plus personnel et souvent plus éphémère. on kiffe une chanson, un plat, un moment. Voilà, une paire de baskets, c'est une appréciation viscérale, pas une déclaration réfléchie. On peut aimer la littérature et en même temps kiffer le dernier album d'un artiste. Les deux sont pas sur le même plan. C'est fou. Un mot du néerlandais, un mot de l'arabe. L'argot, c'est un peu le carnet de voyage de la langue française, en fait. C'est tout à fait ça. La langue est poreuse et l'argot est sa partie la plus absorbante. Il attrape tout, mais il fait pas compranter. Il exprime aussi les choses de façon plus crue. Plus imagé. Oui, et ça nous amène parfaitement au troisième terme de la liste, l'expression « se casser ». Oui, se casser. L'article dit que ça veut dire partir. Mais là encore, c'est tellement plus fort. Si un ami me dit « bon, je pars », c'est neutre. Tout à fait. S'il dit « allez, je me casse », il y a tout un sous-texte. On sent De l'agacement, une urgence. une rupture, quoi. Le sous-texte est tout, ici. L'image est physique, presque violente. Se casser, c'est se briser pour s'extraire d'un lieu. Ah oui, vu comme ça. Ça implique une volonté de rompre avec la situation. On se casse d'une soirée nulle, d'une réunion qui traîne. C'est rarement un départ apaisé. L'argot offre ici ce que j'appellerais une échelle de l'intensité. Une échelle de l'agacement. Je vois très bien. Tout en bas, on a « je pars », Neutre. un peu plus haut « je m'en vais », Oui. puis « je me tire » qui suggère la vitesse, Oui. et encore au-dessus « je me casse » avec l'irritation. Et tout en haut de l'échelle, on aurait « je fous le camp ». Voilà. Carrément hostile. C'est fascinant d'avoir autant de mots pour une seule action, chacun avec sa propre charge émotionnelle. Et ça montre bien le besoin d'expressivité. Le langage standard est parfois trop plat, trop poli pour décrire nos émotions. L'argot vient combler ce vide. D'accord. Donc, après le voyage culturel, l'émotion brute. Notre enquête avance. Et elle nous mène vers un mot que j'entends peut-être 100 fois par jour, genre. Ah, le fameux genre. L'article le compare au like américain, un tic de langage. Mais j'ai l'impression que c'est un peu réducteur, non ? Beaucoup trop réducteur. Dire que c'est un simple tic, c'est passer à côté de sa fonction. Genre est devenu un outil grammatical essentiel du français oral, surtout chez les jeunes. Un outil grammatical, carrément. Oui, il a au moins 3 fonctions. La première, c'est de marquer l'approximation. Le mur était genre bleu canard. Ok, ça je vois, c'est le plus évident. C'est pour dire à peu près. Voilà. C'est une façon d'être précise dans l'imprécision. Mais la deuxième fonction, c'est de servir de guillemets oraux. De guillemets, comment ça? Ça introduit une pensée, une parole. Par exemple, et là, il me regarde avec un air genre « de quoi tu me parles ?» Ça permet d'intégrer une citation, une attitude de manière super fluide. Ah oui, c'est vrai, je l'entends tout le temps utilisé comme ça. Et la troisième fonction? C'est la plus subtile. C'est un marqueur de discours. Il ponctue la phrase, il annonce une explication, il donne du rythme, il peut signaler l'ironie, l'exagération.
En fait, c'est un mot qui colore tout le reste de la phrase. D'instruction, d'interprétation à la personne qui écoute. C'est exactement ça. Il gère les nuances de l'oralité. C'est pour ça qu'il n'est pas dans les manuels usés. Sa fonction est presque purement stylistique, orale. Le comprendre, c'est comprendre la musique d'une phrase informelle aujourd'hui. Impressionnant. On est passé d'un mot de vocabulaire à un rouage de la mécanique orale. Tout à fait. Et pour le dernier mot, on arrive, je crois, au mot de passe. Un mot qui ressemble à un code secret si on n'a pas la clé. Relou. Ah, le verlan. Voilà. L'article nous dit que ça veut dire lourd au sens de pénible. Une situation relou, un mec relou. Moi, j'ai toujours cru que c'était juste un mot inventé, un son un peu marrant. Je savais pas qu'il y avait une logique. Ah, mais la logique est implacable. Et elle a un nom. Le verlan. Verlan, c'est juste le mot l'envers, à l'envers. Bien sûr. C'est un procédé de codage qui inverse les syllabes. C'est un jeu. Prenons lourd. On a le son lourd et le D. Si on inverse, ça donnerait des lourds. C'est pas très joli. Non, c'est un peu dur à dire. Alors la langue, toujours pragmatique, a poli ça pour que ça sonne mieux et c'est devenu relou. C'est un système de cryptage linguistique, en fait. Ça vient d'où, historiquement? Le verlan moderne, il est très associé aux jeunes des banlieues parisiennes des années 70-80. C'était un langage de groupe pour pas être compris par la police, les parents, les profs. Un marqueur d'identité. Et de rébellion, oui. Depuis, c'est devenu un phénomène de mode. Des mots comme ouf pour fou, chelou pour louche ou meuf pour femme, tout le monde comprend ça maintenant. Oui, c'est sorti de son contexte d'origine. Complètement. Et le verlan, c'est la preuve ultime de la créativité de l'argot. Il se contente pas d'emprunter des mots, il en fabrique de nouveaux, avec le matériel qu'il a. C'est du recyclage linguistique. C'est un jeu, au fond. Je me souviens, au collège, on essayait de tout verlaniser. Ça donnait des trucs imprononçables. Bien sûr. Me fait le plaisir de tordre la langue, de se l'approprier. Relou incarne parfaitement cet esprit. Bon, alors si on fait le bilan, on est parti de bouquin, le mot familier presque invisible. Oui, On a eu kiffé, la trace du métissage. On a analysé se casser pour l'émotion brute. ensuite, genre, l'outil de la grammaire orale. Et on a fini par craquer le code de relou, symbole de la pure créativité. Ces 5 mots, en fait, ils racontent une histoire. Oui, l'histoire d'une langue qui refuse de rester figée dans le marbre des dictionnaires. Ces mots, ce sont des signes vitaux, les symptômes d'un organisme qui s'adapte en permanence. C'est vrai. Apprendre ces mots, c'est pas juste pour avoir l'air cool, c'est se brancher sur les dynamiques sociales de la France d'aujourd'hui. C'est célébrer le fossé qui existe entre la norme académique et la réalité bouillonnante de la langue parlée. C'est une conclusion parfaite. Cette exploration le confirme. Une langue, c'est bien plus que des règles. C'est une matière vivante, organique, parfois un peu chaotique, mais toujours en mouvement. Toujours. On a un peu l'impression d'avoir soulevé le capot pour regarder le moteur tourner. Et pour laisser une dernière pensée, peut-être que le but, c'est pas tant de vouloir parler comme un natif. C'est un objectif un peu illusoire. Un peu intimidant, oui. Le plus passionnant, c'est de comprendre comment cette langue respire. Et ça soulève une question pour le futur. Parmi tous les mots d'argot d'aujourd'hui, comme seum, miskin, embombe, Oui, lequel fera un jour son entrée officielle dans le dictionnaire? lequel deviendra un mot standard pour la génération suivante, comme bouquin l'est presque devenu pour nous. Le jeu continue.